Donc, la FQP, vous connaissez tous. Donc, on est ici pour promouvoir nos idées, innover des processus et améliorer nos performances. Et surtout, fédérer autour d'un groupe et de compétences communes. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr suivre nos actualités sur la page, comme l'a dit Juliette, sur la page vidéo YouTube. Vous avez aussi tout ce qui est LinkedIn avec un groupe des membres réservé aux membres, où on communique notamment sur ce type de réunion, et un groupe public où on communique sur diverses activités de la FQP. Vous avez aussi une newsletter que vous pouvez adhérer directement depuis le site web. Et sur ce même site web, vous pouvez aussi retrouver tous les événements, puisque vous avez un calendrier sur tous les événements à venir de la FQP. Voilà. Et bien sûr, donc la FQP PACA, et vous avez aussi la FQP France Qualité France, donc l'association sur Paris, la maison mère de la FQP, qui propose aussi diverses informations et webinars tout au long de l'année, hein, que vous pouvez retrouver sur France Qualité. Donc, nous voici, Patricia donc, devrait pas tarder, donc Juliette Guesdan pour l'environnement RSE, Aurèle Benoyel et moi-même. Donc, vous avez nos visages en situation extérieure. Et donc, notre invitée Nathalie Garelli-Milius de Acta Consult. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la main. Est-ce que vous voulez prendre la main sur les slides ou... Non, non, c'est pas la peine. Je pouvais la conserver. De toute façon, je crois qu'il n'y en a que 2, donc ça va être rapide. J'ai pas beaucoup d'animation, donc juste par rapport à la thématique du jour, je suis pas spécialisée en efficacité énergétique ou ce genre de choses. Je suis plutôt spécialisée à tout ce qui est enjeux climatiques. Donc, on parlait tout à l'heure de bilan carbone. Je ne sais pas combien d'entreprises parmi vous ont fait un bilan carbone. En fait, moi, j'interviens depuis à peu près 2009, où j'accompagne tout type d'organisation justement sur le volet climatique, entre autres, RSE, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'autres enjeux environnementaux. Pourquoi c'est intéressant le côté bilan carbone? Parce que c'est un indicateur unique qui est exprimé en émissions de gaz à effet de serre et qui révèle en fait l'impact de l'énergie sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et on le voit de plus en plus avec l'évolution du prix de l'énergie, parce que où avant on le voyait directement dans l'activité de l'entreprise, ça se répercute maintenant sur les produits et services commercialisés. Et donc, bon, là, on peut passer cette slide de moi, mais c'est plus de parler de la thématique du jour. Donc, en fait, j'ai dû faire à peu près une centaine de bilans d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2009. Donc, encore une fois, sur tout type d'organisation, soit des groupes obligés, soit des communautés d'agglos, soit sur des TPE, donc de tout type d'activité. Et la transition énergétique, c'est effectivement le sujet de tendance qui va impliquer, mais moi j'en parle depuis 2009, une transformation des entreprises et une réelle mutation de leur modèle économique. Alors là où avant, il y a quelques années, tout le monde, tout le monde s'en fichait un petit peu parce que le prix de l'énergie était suffisamment bas et personne ne voyait venir, on va dire, le contexte climatique, même si moi et mes confrères, on essayait de sensibiliser, on était un petit peu perçus quand même comme des perchés écologistes, alors que ce n'était pas du tout le cas parce qu'on avait tous les signaux et toutes les informations des différents rapports du GIEC. Alors, au niveau de la transition énergétique, il y a quand même, je voulais reposer un petit peu les bases parce que je ne sais pas si vous avez vu par rapport au plan de transition, enfin au plan d'efficacité énergétique qu'a produit le gouvernement. En fait, il y a plusieurs de mes confrères qui se sont un petit peu, je dirais pas rebellés, mais qui ont publié des articles en disant attention, il y a un gros amalgame fait par le gouvernement et fait de manière générale par les pouvoirs publics qui confondent en fait efficacité énergétique, sobriété et énergie bas carbone. Et en fait, quand le gouvernement ou le ministère parle de sobriété, en fait, très souvent, il parle plutôt d'efficacité énergétique. Alors, attendez, je vais juste essayer je vais basculer parce que je ne vois pas mon écran. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de résumer vite en une slide un petit peu les 3 différences. Quand on parle de sobriété, on parle vraiment de besoins énergétiques essentiels, c'est-à-dire on ne va rester que sur ce qui est
obligatoire et on va supprimer le superflu. C'est-à-dire qu'on va vraiment sortir du gaspillage. Je vous donne déjà les pistes pour l'atelier tout à l'heure, hein. Donc, on va vraiment partir surtout, éviter tout ce qui est gaspillage. Et ça pose dans la sobriété, on a la sobriété individuelle. C'est par exemple, est-ce que je vais baisser la température de mon bureau? Est-ce que je vais éviter de prendre, alors ça peut être à l'échelle de l'organisation, mais à l'échelle d'un particulier, est-ce que je vais prendre ma voiture pour effectuer 5 km pour aller acheter ou 1 kilomètre pour prendre ma baguette de pain, par exemple? Est-ce que c'est nécessaire de faire ce genre de choses? Donc ça, c'est vraiment le côté individuel de l'action. C'est aussi au niveau d'une entreprise arrêter et même à titre individuel, d'acheter des gros véhicules, des gros SUV de plus de 2 tonnes, même hybrides d'ailleurs, qui d'un point de vue environnemental sont une catastrophe. C'est aussi privilégier le train par rapport à l'avion. Alors, pour une entreprise, c'est en termes de mobilité dans les transports professionnels. À titre individuel, c'est arrêter de partir en voyage à l'autre bout du monde et se dire, non, on va privilégier le train et partir sur ce type de mobilité. Et ça, quand je vous parle de ça, c'est pas parce que sont un certain nombre d'études qui ont été faites et qui montrent si on veut respecter les accords de Paris, en tout cas rester au moins en dessous de 2 degrés, il va réellement falloir transformer nos manières et nos comportements, que ce soit à l'échelle d'une organisation, mais également à l'échelle d'un particulier. Et je reste sur le côté climatique parce que le climat, c'est la résultante, comme je vous disais, c'est un indicateur unique, mais derrière, c'est tout ce qui est énergie. Et donc, énergie fossile, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, que ce soit le fioul, le kérosène, etc. Tout ça, c'est ce qui se passe en amont. Donc, on rallonge pour une entreprise la durée de vie des produits ou on va optimiser leur consommation en durée de vie pour quelqu'un qui vend, par exemple, des luminaires, qui fasse des produits qui sont moins consommateurs. On va privilégier l'écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire qu'on va mutualiser ou éviter les pertes d'énergie, la chaleur fatale, c'est-à-dire une énergie perdue par une entreprise et récupérée par une autre. Ce sont tous des leviers d'action qui existent. On va mettre en place du covoiturage, on va mettre en place des plans de mobilité avec la loi LOM, d'orientation sur la mobilité pour faire en sorte que les gens prennent des transports en commun, prennent le vélo, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le côté sobriété. L'efficacité, elle, c'est pour une entreprise qui fait de la production de produits, même de services, c'est comment on va travailler sur sa performance. Donc, ça va être la performance énergétique. Donc, on va aménager le bâti, on va mettre en place des LED, on va l'isoler. Donc, il y a toute l'isolation thermique. Et puis, il y a tout ce qui va être process de production, réduction des déchets, suppression du plastique, c'est-à-dire faire en sorte que le produit soit plus efficace. Et là, il y a un vrai risque. Et c'est là où, on va dire, il y a débat sur le plan, on va dire, du gouvernement, c'est qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond, c'est-à-dire qu'en fait, quand un produit, l'innovation technologique permet de produire un produit ou un service avec un prix plus bas parce qu'on a optimisé la production, parce qu'on a supprimé un certain nombre de choses, eh ben, la demande va augmenter parce que le produit va être de moins cher et plus abordable. Et du coup, au lieu d'en acheter un, on va en acheter deux, on va surconsommer, etc. Or, le but, ce n'est pas que l'efficacité énergétique, c'est un des moyens d'y arriver, mais c'est également de réduire globalement la consommation globale d'une entité, d'une organisation, et pas que cette consommation rapportée à un produit ou à un usage. Voilà, ça c'est l'efficacité énergétique. Quand on parle, si on transpose ça en émissions de CO2, ça va être les émissions globales d'une entreprise, mais il faut qu'elle réduise tout, et également, par exemple, les émissions de CO2 rapportées à une unité de production. Ça va diminuer, mais c'est également au niveau global. Je ne sais pas si je suis claire, mais après, vous pourrez me poser des questions, vous pourrez éventuellement m'arrêter. Et enfin, la dernière étape, on va dire, les 3 volets de la transformation énergétique et en tout cas de ce qu'il faut que les entreprises fassent, c'est d'aller sur une énergie moins carbonée, et donc le mot décarbonation que tout le monde utilise en permanence sans trop avoir conscience de ce dont il s'agit. Et là, c'est vraiment abandonner tout ce qui est énergie fossile. Donc, on parle du fioul, on parle même du gaz.
tout ce qui va être liquide ou gazeux, à terme, d'ici 2030-2050, vont être forcément abandonnés au profit d'énergies renouvelables, donc le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectrique, etc. Et puis, effectivement, en France, on a l'avantage d'avoir le nucléaire. Mais enfin, il y a des temps énormes entre les prises de décision et la mise en œuvre de ces solutions. Et ce qu'on sait, c'est que toutes ces solutions-là, en termes d'énergie renouvelable et même de nucléaire, ne suffiront pas à absorber les besoins en demande énergétique. Donc, dans tous les cas, il va falloir que toutes les entreprises passent par les 3 volets, sobriété, efficacité et décarbonation. Parce que si même à l'échelle de votre entreprise, vous avez la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, vous verrez très vite que ça ne va certainement pas vous mettre en autonomie sur la production, par exemple, ou sur la fabrication. Il faudrait avoir une surface assez importante. Et en fait, si on regarde tout ça, en bas, je vous ai mis une petite phrase qui dit l'industrie lourde représente 3/4 des émissions de gaz à effet de serre et l'industrie manufacturière 1/4 des émissions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes pour la plupart en aval donc de la chaîne de production, en consommation d'énergie finale, c'est-à-dire sur vos produits et sur vos activités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les matières premières qui sont achetées ou les produits ou les services reposent sur les industries lourdes en amont qui vont générer du plastique. Donc, qui dit plastique dit pétrole, qui vont générer du ciment. Enfin, tout dépend des types d'activités ou de la chimie ou certains types de produits. Et en fait, plus en énergie finale, il va y avoir de consommation et de besoins, finalement, plus ça va impacter l'industrie lourde en amont. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que chacun essaye d'avancer, mais il faut vraiment que l'industrie manufacturière, à un moment donné, se pose des questions et se dise, bon, nous, même si on représente peu en termes d'émissions ou de consommation, notre impact, il est indirect. Et ça se voit très fortement quand on fait un bilan GES parce qu'en fait, on regarde, on s'aperçoit qu'en termes d'émissions, les émissions qui sont liées à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire sur son bâtiment, sur son fonctionnement, sur ses véhicules, etc., ça représente bien souvent moins de 10% des émissions, voire pour certaines entreprises que j'accompagne qui ont une phase d'utilisation, des choses comme ça, c'est quasiment moins de 2%. C'est-à-dire tout le reste, c'est l'indirect, c'est-à-dire tout ce qui est généré par la chaîne de valeur, l'acquisition de produits, la transformation de produits, etc., en amont. Et jusqu'alors, on ne voyait pas l'impact des coûts, parce qu'en face des émissions de CO2 et des consommations énergétiques, il y avait des coûts. Ces coûts, il n'y avait pas encore cette tension sur l'énergie. Maintenant qu'elle y est, on voit vraiment la répercussion. Et je peux vous dire qu'il y a des entreprises, l'année dernière, quand je démarrais les premiers bilans au mois de janvier, qui n'étaient pas du tout sensibles quand je leur disais non mais attendez, le prix de l'énergie, même si ça avait un petit peu augmenté, attention, mettez en face les coûts et regardez les consommations, il faut vraiment piloter. Mais bon, etc. En 3 mois, je peux vous dire qu'ils m'ont tout mis, les tableaux sont à jour, le suivi, il y a les indicateurs et ça a vraiment changé parce que là, l'impact du prix, et ils l'ont vu arriver. Il y a un autre, par exemple, alors, c'est un autre volet, mais pour vous donner une idée, c'est la consommation d'eau. L'eau émet peu de CO2 en termes de bilan GES, ce n'est pas le produit le plus impactant. Mais par contre, par exemple, pareil, en début d'année dernière, je leur dis attention, ce n'est pas parce que ça émet peu de CO2, la ressource en eau est importante. Bon, là, on a vu avec la sécheresse, d'un coup, tout le monde s'intéresse à l'eau. Donc, c'est vraiment tous ces… Est-ce que vous avez des coupures, demande Juliette. Oui, je me demandais si c'était juste moi ou si ça vient de toi, Nathalie. Oui, moi aussi, j'en ai. De temps en temps, du coup. Oui, bon, c'est pas grave, si c'est… En fait, je suis en partage de connexion, c'est peut-être ça. D'accord. Que je suis pas à mon Mais bureau. on t'entend quand même, c'est juste que ça coupe un peu de temps en temps, mais comme j'ai une mauvaise connexion, je me demandais si ça venait de moi ou si c'était… Sinon, vous me dites, je répète. Hein. D'accord, voilà. merci. Et donc, il n'y a pas de souci, on répond. Si vous n'avez pas tout compris, vous posez des questions. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un plan, du gouvernement. Il y a effectivement des enjeux qui sont très forts. Et il faut vraiment que les entreprises prennent conscience qu'il faut amorcer cette transition énergétique et que ça n'est pas qu'un effet de mode ou un effet ponctuel lié à la crise en Ukraine, etc. C'est un phénomène qui va continuer et s'accentuer parce que maintenant, il y a un réel
c'est un contexte qui va aller en ce sens, mais je veux dire, et donc il faut vraiment anticiper et vraiment travailler sur ces points de vulnérabilité qui vont faire que ça peut mettre en péril l'activité à moyen terme d'une entreprise. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas faire des redondances. Je préfère que vous me posiez des questions. S'il y en a. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Nathalie, moi, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà été sollicitée par des entreprises là, pour travailler suite à l'annonce de l'État sur le plan de sobriété sur certaines entreprises que tu accompagnes? Tu as déjà été sollicitée? Quelles sont leurs demandes? En fait, pas spécifiquement sur le volet énergétique. Comme je disais, moi, je me positionne pas comme un expert en énergie. Ce qui se passe, c'est par exemple une entreprise de production va faire un bilan énergétique. Alors, les plus de 250 salariés sont obligés de le faire. Mais après, pour les autres, elles ne vont pas travailler là-dessus. Le problème, c'est que souvent, elles vont mettre en place une ou deux actions comme ça, sans forcément avoir cette approche de l'ensemble du cycle de vie et de l'impact que ça peut avoir, comme quand on leur disait faites attention au fret, parce que sur le fret, vous risquez d'avoir un impact colossal sur les matières premières, etc. Là, maintenant, on le voit, les consommations en matières premières, en plastique, tout ce qui est emballage, toutes les entreprises subissent l'impact. Il n'y a pas que les composants électroniques qui subissent un problème de tension ou de coût. Parce que, encore une fois, c'est vraiment lié au prix de l'énergie en amont. Et donc, ça impacte partout. Et c'est vraiment cette vision sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il faut avoir, et pas que forcément sur le site d'activité et les consommations propres, en l'occurrence. Même si, évidemment, c'est le premier levier, et le premier levier, c'est la sobriété. On évite de gaspiller ou d'utiliser de l'énergie quand ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que finalement, ce n'est pas le plus dur, justement, parce que ça fait changer les habitudes de consommation. Oui. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'investissement pour investir dans des matériels plus performants ou des choses comme ça qui bloquent, c'est plus le facteur humain en termes de comportement. C'est changer les comportements. Là, on le voit, hein, combien il y a d'entreprises qui ne peuvent pas baisser la température à 19 degrés parce que ce n'est pas accepté en interne, par exemple, ou sur les climatisations, ou sur ce genre de choses. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure des SUV, c'est le coût du carburant, hein, qui, même si c'est sur des véhicules hybrides ou autres, aller enlever les 4x4 aux flottes de commerciaux, ils ne vont pas être contents, quoi, les commerciaux. Donc, c'est vraiment amorcer la culture aussi du changement en interne. Ça, effectivement, pour moi, dans ce que je rencontre, c'est le facteur humain le plus compliqué à mettre en œuvre en interne. Merci. On a aussi Karim qui vient de nous rejoindre et D700001. N'hésitez pas à poser des questions aussi pour ceux qui viennent d'arriver. Moi, j'ai une question par rapport à la rubrique efficacité. Alors, c'est peut-être moi à mon petit niveau, mais j'ai un local, un bail commercial dans un bureau. On arrive, par exemple, ce matin, il y avait 14 degrés dans le bureau quand on arrive le lundi matin, même s'il y a un chauffage qui se chauffe relativement vite, par rapport notamment au décret tertiaire, qu'est-ce qui doit être mis en place? Alors, sous combien de temps, je ne suis plus sûre non plus. Et du coup, comment c'est pris en charge? Enfin, qui paye quoi d'ailleurs au final? Et est-ce qu'on peut obliger un syndic ou un bâtiment à faire quelque chose pour améliorer les choses, parce que nous, par exemple, c'est très, très mal isolé, c'est une passoire thermique, et on est bien embêté avec l'hiver qui arrive, par exemple. Alors, je ne suis pas spécialiste du décret thermique. Il me semble que c'est 1000 mètres carrés, hein, l'obligation. Il faut avoir 1000 mètres carrés de bureau. Donc, si c'est une pépinière ou en tout cas un groupe d'entreprises, etc., et qu'il y a plus de 1000 mètres carrés dans le groupement, il y a obligation effectivement de suivre le décret tertiaire. Je crois que c'est mis en application au 1er janvier 2023 avec des engagements de réduction. Donc,
là, effectivement, vous pouvez lui demander de respecter, on va dire, ses obligations. Après, on reste toujours dans cette logique de qu'est-ce qui est à la charge du locataire et qu'est-ce qui est à la charge du propriétaire en termes d'efficacité énergétique, etc. Et puis, au niveau des convecteurs, tout ce qui est radiateur. Alors, j'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a des consignes. L'ADEME a sorti énormément de documents de ce type-là, en disant ce qu'il faut mieux faire, est-ce qu'il vaut mieux éteindre, quand est-ce qu'il faut allumer, etc., etc. Il y a des éco-gestes sur ce type de matériel. En fait, chaque dispositif a un peu ses pratiques. D'accord. Après, par rapport au décret tertiaire, c'est vraiment une double responsabilité entre le propriétaire et le bailleur. Et il faut qu'ils soient faits ensemble. Ça ne peut pas être lui qui le fasse d'un côté et vous qui le fassiez du vôtre. C'est vraiment quelque chose à faire en même temps. Oui, mais complètement. Et comme en plus, c'est une copro, donc il y a plusieurs propriétaires sur l'ensemble du bâtiment. Donc, à mon avis, ça va être une usine à gaz à gérer. C'est vachement délicat. Et après, c'est beaucoup d'incertitudes encore sur le rôle de chacun, des responsabilités et des conséquences. Ouais. Après, l'exemple du chauffage, je l'ai vécu encore aujourd'hui. J'étais dans une agence du groupe cet après-midi et ils avaient mis le chauffage à 29 degrés. Parce que ce matin, ils l'ont allumé à 29 degrés parce que bien sûr, ce week-end, ça n'a pas chauffé. Et sauf qu'ils n'ont toujours pas éteint. Et après, ce constat-là, je le fais fréquemment. Alors, pas chauffage à 29 degrés, mais des écarts à ce point-là. Parce qu'on n'a pas assez d'informations. Je prends un exemple. Si demain, on met un thermomètre devant nous et il y a marqué qu'il fait 25 degrés, de suite dans le cerveau, on va avoir la réflexion de se dire est-ce que c'est vraiment pertinent que j'allume le chauffage? Parce qu'en fait, il fait 25 degrés, c'est juste que je suis en t-shirt et j'ai oublié de me couvrir. C'est pareil sur, je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure. Prendre conscience de ce qu'on consomme actuellement permet après de sensibiliser sur les bons gestes à pratiquer par la suite. Mais déjà, pour prendre conscience, il faut avoir l'information. Et comme par exemple, faire un bilan de gaz à effet de serre permet d'avoir l'information, qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va après tendre en réduction. Enfin, pour moi, la partie sensibilisation passe obligatoirement par une prise de conscience des consommations. Moi j'ai l'exemple d'une entreprise où, pour éviter d'avoir, par exemple, trop de panneaux lumineux dans les bureaux, etc., il a acheté des lampes de bureau, mais alors super efficaces, etc., pour éviter d'éclairer la totalité des bureaux. Et c'est le responsable QHSE, et il a pris des lampes de bureau avec des petits thermomètres. Et lui pensait faire bien, ça a été une catastrophe. Ils se sont tous mis à climatiser, à chauffer, parce qu'en fait, ils regardaient juste le chiffre. Donc, il vaut mieux ne pas avoir les chiffres. Il y a des entreprises comme ça, d'ailleurs, je crois que c'était Schneider Electric qui avait lancé ça dans les salles de climatisation, dans les salles de réunion, etc. Il n'y a pas les degrés affichés. Donc, c'est des smileys ou autres. Et en fait, du coup, on s'aperçoit que les gens, quand ils sont sur des températures de confort, ils chauffent moins et climatisent moins. La notion de degré, de visuel, de température incite à faire des changements. Mais je vous rejoins sur le sens qu'il faut absolument sensibiliser et régulièrement, de manière assez récurrente, en expliquant pourquoi les choses sont faites, à quoi ça sert, etc. Il y a un gros travail à ce niveau-là. Ouais, du coup, je vais peut-être revoir l'achat de thermomètres. OK. Et une question, est-ce qu'après, par rapport aux analyses que vous faites et au plan d'action, vous allez, par exemple, classer comme on le fait pour les frigos, donner une performance énergétique par rapport à des actions sur la sobriété ou l'efficacité ou l'énergie bas carbone? Est-ce que ça peut être noté, hein, une façon finalement de récompenser un niveau atteint en donnant A, B, C, D, E, F, G avec les couleurs, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Sur le bilan carbone en lui-même, non. Ça, c'est le genre de choses, c'est quand on va faire, par exemple, de l'affichage environnemental de produits de grande consommation et ce genre de choses, c'est sur l'indicateur d'impact gaz à effet de serre où ça peut être pondéré. Sur l'activité d'une entreprise, non. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, quand on va regarder les consommations des climatiseurs, si on les a de manière séparée avec le reste, là aussi, c'est un des premiers trucs, c'est connaître les consommations par usage, avoir des consommations différencier entre l'éclairage, la production, les matériels informatiques. Ça permet de mettre en place des actions, de piloter avec des actions correctives, parce que souvent, il y a un seul compteur et on ne sait pas qui consomme quoi.
Donc déjà, ça peut être assez utile. Sur les climatiseurs, effectivement, ils sont pris en compte dans la consommation d'électricité, mais ce qu'on regarde, c'est les fuites de gaz réfrigérants qui ont un gros impact CO2. Et donc là, c'est comment on renouvelle avec d'autres systèmes, soit des climatiseurs nouvelle génération ou pompes à chaleur avec des gaz un peu plus verts, soit avec des systèmes de free cooling, soit avec d'autres dispositifs. D'accord. En fait, la notion de bilan GES, c'est une amélioration continue hein, sur soi-même. Bien sûr. Moi, j'ai une question. Je voudrais poser une question sur est-ce qu'on peut imaginer le cercle vertueux, c'est-à-dire que des entreprises qui produisent donc des produits et qui sont très fiers de montrer qu'elles respectent l'environnement et que, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer que ces entreprises vont travailler avec leurs sous-traitants pour leur imposer qu'elles aussi atteignent un certain niveau, comme on l'a vu par exemple pour les certifications qualité ou les certifications où vous ne pouvez être certifié que si le traitant respecte aussi et sont aussi dans la ligne. Alors, c'est une bonne question parce que très souvent, notamment les entreprises qui sont dans la RSE et soumises à la déclaration de performance extra-financière, etc., et même dans un bilan carbone, on prend en compte tout ce qui est externalisé, par exemple sous-traité, etc. Et donc, effectivement, vu qu'on le comptabilise, l'idéal, c'est d'engager, on va dire, fournisseurs, clients, sous-traitants dans une démarche de réduction des consommations d'énergie, etc. Donc, il y a effectivement déjà des entreprises qui demandent à leurs partenaires, enfin, en tout cas aux organisations qui sont dans leur chaîne de valeur, soit de donner leur consommation d'énergie, soit si elles ont fait un bilan d'émissions, soit, voilà, elles essayent de les engager là-dessus. Et il y en a même qui, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était L'Oréal ou qui, pour certaines petites structures, leur finançaient le bilan. Et d'autres leur imposent. Je peux témoigner Ça- là-dessus, c'est Xavier Garcia d'Herméois. Oui. On était dessus aujourd'hui, et donc c'est bien que vous posez Oui. la question. Et je réagis à la notion d'obligation. Pour ce qui nous concerne, hein, le gros du bilan carbone de nos sous-traitants, c'est les aciers. On ne peut pas les obliger tout simplement parce que l'acier bas carbone, aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein, ou en tout cas, c'est pas arrivé jusqu'à nos oreilles. Donc effectivement, notre démarche aujourd'hui, c'est de comprendre où en sont nos sous-traitants. Donc, on est en train de faire un questionnaire qu'on va leur envoyer. On cherche à comprendre où ils en sont sur le sujet, dans la compréhension des enjeux climatiques. Ils sont un peu partout en Europe, voire en Asie mineure. Donc, aujourd'hui, nous, on en est là. Et l'idée derrière, c'est bien de mener des actions communes et d'avancer ensemble sur des sujets qui sont éminemment complexes et qui dépendent où on est tous interdépendants, en fait. Voilà, encore une fois, l'acier bas carbone, ça va dépendre de la capacité des aciéristes à le fabriquer. Donc, on n'y est pas encore, même si ça bouge dans le domaine. Voilà. C'est vrai que sur l'acier, ça fait partie de l'industrie lourde. Sur les aciers, les cimentiers, etc., ça ne bouge pas beaucoup. C'est la chimie qui a le plus réduit ses émissions. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail en amont et c'est effectivement les premières démarches, c'est travailler avec les fournisseurs ou sous-traitants pour essayer d'avoir un positionnement commun et des réductions globales. C'est tout à fait ça. Moi, j'avais deux questions. Marc Bouisset, donc c'est moi qui suis sous le code D7000, voilà, donc d'APA de certification. Est-ce que vous arrivez à avoir des chiffres sur, par exemple, dans le textile où tout est fait en Chine, etc. Moi, je vois par exemple, des bilans carbone qui sont très, très biaisés, c'est-à-dire que parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir les chiffres, en fait, des fournisseurs. Donc, du coup, en fait, on a des approches très, 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 très biaisées, en fait. Est-ce que vous arrivez à avoir vous voyez des choses où ils arrivent à intégrer? Alors, je vous parle avec des gens qui ont 200, 300 sous-traitants, vous voyez, sous-traitants fabricants, quoi, là.
Bah, c'est un petit peu la problématique et qu'on retrouve aussi dans la RSE, c'est-à-dire comment on arrive à piloter tous les sous-traitants et autres, et notamment quand ils sont en Asie, effectivement. Après, sur un bilan GES, alors, on est plus dans une approche Pareto, c'est-à-dire on va travailler sur les 20% qui représentent les 80%. Et puis, on essaye de s'améliorer dans une démarche vraiment, bah, OK, là, on sait qu'on n'a pas les infos, mais on va Oui. continuer à travailler pour avoir le type d'infos. Mais clairement, moi, j'ai l'impression que on arrive vers un modèle entre guillemets contraint et où à un moment donné, toute cette diversification d'activités externalisées hors France, euh, on va être obligé, enfin, certaines organisations vont être obligées de simplifier tout ça et de revenir à des modèles beaucoup plus simples et relocalisés, etc. Ça me fait penser, il y a quelques années, moi, le secteur cosmétique, je le connais bien. Ils ont eu, alors c'est pas du tout sur cette thématique-là, mais ils ont eu des obligations réglementaires extrêmement contraignantes par type de produit, etc. Alors, les grosses structures, elles ont pu amorcer, même si ça leur a coûté énormément, mais les petites entreprises et les TPE, ça leur coûtait très, très cher de mettre sur le marché un produit. Et en fait, on pensait que ça allait impacter leur activité économique, pas du tout. Ça leur a permis d'être créatifs, de se recentrer et elles continuent d'être prospères. Et donc, je pense que ça va être juste une manière de revoir les choses. Ceux qui l'anticipent maintenant, je pense, vont s'inscrire dans la durabilité. Ceux qui restent sur les modèles économiques actuels, avec justement, on fabrique à l'étranger, en Chine, on fait venir par avion n'importe comment, on ne gère pas du tout ce genre de choses. Elles commencent à être impactées par les coûts, elles ont des problèmes d'approvisionnement et on commence à le voir. Donc, je pense que c'est juste déjà la première étape, c'est d'anticiper et de voir les points de vulnérabilité. Oui, oui, De ce point de vue-là. Ça a Voilà. commencé, Et après, c'est clair. Mais ce que je vois, si vous voulez, c'est que comme ils n'arrivent pas à avoir une vision claire, en fait, ils font une cote mal taillée. En fait, non, même pas. Ils font sur ceux qui maîtrisent et puis finalement, ils occultent ceux qui ne maîtrisent pas. Mais finalement, en fait, ils ne voient pas quel est le bilan carbone finalement de délocaliser tout ça à l'autre bout de ils ne peuvent pas avoir si vous voulez, un système de décision, en fait, qui leur disent, voilà, écoutez, de faire ça en Asie, ça nous coûte, voilà, certes, on gagne ça, mais voilà ce que ça nous coûte en bilan carbone. Si on le faisait faire, par exemple, j'en sais rien, moi, au Maghreb, etc., déjà, on aurait peut-être que, vous voyez, un bilan, une balance comme ça, en fait, ils ne le font pas. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent. Attends, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ne le veulent pas non plus. Hein, parce qu'en général, il y en a qui quand ils commencent à mettre vraiment le nid dedans et qui veulent optimiser, commencent un petit peu à recentrer. Après, il y en a qui préfèrent occulter la chose et dire, bon, ça rentre dans le bruit de fond et on laisse tomber. Hein. Mais il y en a qui commencent réellement à… je me souviens, j'avais fait un bilan GES d'une société qui… alors, c'était leur partie Middle East, c'est-à-dire ils avaient le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Inde, etc. Et quand ils ont commencé à regarder, alors ce n'était pas les sous-traitants, mais tous les entrepôts où ils entreposaient leurs marchandises pour la commercialiser dans les pays du Golfe et autres, ils sont allés, mais alors vraiment, au début, rechercher, regarder les consommations d'énergie. Ils ont eu un mal fou, ils ont travaillé pour… Finalement, ils se sont aperçus qu'il y avait des hangars qui étaient hyper énergivores, où c'était tout stocké. Et une chose en emmenant une autre, ils sont arrivés à avoir un processus de qualité là-dessus, de suivi, de contrôle. Et puis, ils se sont aperçus que certains leur envoyaient de la marchandise par avion. Ils ne s'en étaient pas aperçus, donc ils ont arrêté l'avion. Par camion, ils sont passés par bateau. Mais c'est vraiment une démarche itérative. On commence par une première étape et puis on rajoute derrière et puis on optimise. Mais c'est vrai qu'il faut que le bilan, en tout cas l'approche de ce point de vue-là, soit portée dans le temps, avec une équipe en interne, des gens qui soient dédiés, qui aient le temps, enfin voilà, parce que sinon c'est un one-shot et puis ça fait plouf derrière. Alors, on voit bien qu'on en est encore qu'au début de toute façon. On va continuer, si vous voulez, sur la sobriété énergétique et donc quelques slides qu'on a pu vous préparer pour un petit peu rassembler, collecter les informations qu'on a trouvées. Je laisse la parole à
Sébastien, Ouais, je te propose que le timing étant déjà très limité, peut-être que ces supports, on peut les passer rapidement, voire peut-être pas trop les présenter, les envoyer après à tout le monde, parce que là, c'est des constats c'est assez simples hein, actuellement, mais c'est ce qu'a dit aussi Nathalie. quelques Il y a chiffres, une oui. crise énergétique, il y a des consommations de plus en plus importantes, enfin, des besoins mondiaux en énergie, un bilan carbone mondial en hausse, dérèglement climatique, etc. Et donc, le gouvernement a sorti son fameux plan de sobriété énergétique avec l'objectif de réduire de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050, sachant que, en effet, ce que disait tout à l'heure Nathalie, il y a à la fois un plan de sobriété, mais ça inclut aussi tout ce qui est efficacité énergétique. On retrouve bien, en effet, ces différents niveaux. Le plan qui est redétaillé après, mais pareil, ça on vous le retransmettra, qui sont des grandes consignes, sont sur 4 sujets: l'anti-gaspillage, l'efficacité énergétique, donc on retrouve cette notion d'efficacité, la mobilité durable et dynamiser cette démarche de sobriété, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble pour travailler sur la démarche. Donc voilà un petit peu pour les grands piliers. Et dans chaque pilier, il y a entre 3 et 4 actions de mémoire différentes bah, voilà, trouver des solutions et proposer des solutions pour aller dans le sens de la sobriété énergétique ou de l'efficacité énergétique. Donc à la fois au niveau chauffage, au niveau éclairage, la performance énergétique des bâtiments en effet, le suivi des consommations d'énergie. Donc ça, ce sont toutes les actions anti-gaspillage. Excuse-moi, juste Aurèle, si je puis me permettre, des fois on voit qu'il y a un rappel de la réglementation, parce que si on prend l'éclairage extérieur, les enseignes, c'est quand même en 2012 qu'il y a eu une réglementation sur la pollution lumineuse, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pas grand monde la suit. Donc peut-être que cette aussi nouvelle directive va permettre d'accélérer les choses et de se mettre un peu en conformité avec la réglementation. Tout à fait. Donc voilà, donc tout ce qui est en faveur de l'efficacité énergétique, 3 grands sujets: favoriser les solutions techniques, engager les parties prenantes et développer un système de chauffage autonome. On a ensuite les actions sur la mobilité durable. Sébastien, je te laisse avancer. Donc encourager les mobilités douces, tout ce qui est déployer les dispositifs d'incitation à la mobilité durable et optimiser les déplacements professionnels. Beaucoup de bon sens hein, dans tout ce qui est annoncé par le gouvernement, dans toutes les solutions. Et Alors, enfin, donc, oui. oui. Par contre, il y a un truc qui est quand même absolument incroyable, parce que, bon, vous savez, hein, les véhicules électriques, donc en moyenne, vous avez, il faut faire 50 000 kilomètres pour compenser en fait le CO2 en fait de la batterie, voilà. Et ce qui est assez incroyable, c'est que nos gouvernements laissent faire, en fait, vous avez vu que les voitures, c'est de plus en plus des SUV, que ce soit des électriques ou des hybrides, c'est-à-dire que c'est le pire, c'est complètement stupide d'autoriser ce genre de trucs-là, puisque forcément, ben, on va augmenter le poids et donc le CO2. Ça paraît incroyable que ben, personne ne veuille remettre en cause ça, quoi, voilà. Il y a beaucoup de bon sens, mais il y a plein de choses sur lesquelles il n'y a pas de bon sens du tout, quoi. Le fait qu'on développe de plus en plus de SUV, c'est incroyable. Oui, après, est-ce qu'on ne cherche pas à aller plus vite que la musique? C'est-à-dire que là, on a la crise, la guerre, et qui impose un changement assez rapide. Au final, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on fera des bêtises, comme oui. on nous a Mais on imposé pourrait le faire des diesel. toutes petites, on pourrait faire des petites voitures, genre les Zoé, etc., mais pas des SUV électriques ou hybrides. Les 50 000 km, c'est un chiffre qui vient de quelque part, ça m'intéresse Alors, tout à fait. vous l'avez… Parce qu'il y a du débat, effectivement. Alors, moi, j'ai un site très bien, en fait, parce que je suis un auditeur 50001, hein, et donc c'est un chiffre moyen, mais en fait, vous avez une application de l'Université du Luxembourg, je pourrais vous donner le lien, en fait, qui vous dit, en fonction de la voiture, d'accord, vous comparez les voitures, en fait, hein.
Donc, elle vous dit, parce que 50 000 km, c'est un chiffre moyen, si vous voulez. Hein, voilà. Mais en fonction du type de voiture, par rapport à une électrique, ça vous dit, en fait, vous avez les courbes et quand ça se croise, en fait. C'est-à-dire, au bout de combien de kilomètres, vous compensez le CO2 du cycle de vie. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, en fait, c'est qu'il faut intégrer le cycle de vie, quoi. Voilà. Oui, Je non, vois que, pardon, Sophie nous a, si vous voulez voir sur le fil de discussion, merci Sophie, nous a transmis un lien vers l'ADEME sur la mobilité transport. D'accord. Pour compléter vos sources. Merci, pardon. Alors, voilà. Là, vous avez donc le dernier pilier qui était dynamiser la démarche. Donc, voilà, sensibiliser les équipes, désigner un ambassadeur, définir en concertation avec les partenaires sociaux une trajectoire de réduction de consommation d'énergie et engager des plans d'action pour réduire les pertes de matière par nature énergivore. Et avec la toute dernière action qui est de s'engager. Je te laisse juste passer la diapo, Sébastien, merci. Voilà, s'engager pour la sobriété énergétique. Je vous propose, alors, on vous a mis aussi des outils, hein, des exemples d'outils. Oui, des cours, ouais. Je vous propose plus d'aller vers peut-être quelque chose que vous attendez, c'est plutôt des échanges sur voilà, quelles sont les solutions, quelles sont les difficultés, quelles sont vos bonnes pratiques en entreprise, de manière à pouvoir voir ce qui est possible, ce qui est plus compliqué à mettre en place, quelles sont vos difficultés, comment vous pouvez y remédier. Et pour cela, vu qu'on est nombreux, on voulait vous mettre en petits groupes. Donc, on va Je vais faire créer une liste. 3 groupes Oui. de 5, 3 groupes de 5, puisqu'on est 15. Ouais, alors, j'espère que ça va aller parce que moi, j'ai une très mauvaise connexion, mais je vais essayer quand même d'animer un groupe. Est-ce qu'on te met avec Moi, Patricia? Si Patricia, excuse-moi, ça va? ce soir. Merci pour cette partie. Au revoir. Au revoir. Allez, Oui, on peut personne. se mettre ensemble, Juliette, éventuellement, comme D'accord, ça, il y en a merci. qui prend le relais. Alors, parfait. Alors, laissez-moi la technique arrive. Donc, je vais attribuer manuellement pour mettre des co-animateurs dans les groupes. Alors, affecter. Ça va être... Est-ce qu'en attendant que Sébastien règle donc le dispositif de mise dans les groupes, est-ce que quelqu'un veut interagir, agir, partager déjà des expériences ou des questions complémentaires avant qu'on se sépare en sous-groupes? Vaste sujet. Enfin, il y avait parmi les précaux, alors, nous on n'a pas trop regardé par rapport à celle du gouvernement, il y avait celle de Negawatt qui avait été publiée, si je ne me trompe pas, un petit peu en amont, qui était selon moi beaucoup plus détaillée parce qu'ils avaient vraiment fait le détail action par action, etc. Et il y avait le fameux, peut-être ça reprend le gouvernement, mais il y avait le fameux ambassadeur sobriété. On y a réfléchi, on s'est dit qu'on n'est pas du tout assez mature encore pour ça et que ça a plus faire peur qu'autre chose. Et du coup, ça passe plutôt par des actions de sensibilisation ou des actions technologiques. Et après, les ambassadeurs, on verra ça plus tard. Alors, je suis prêt à partager. Un petit rappel, juste, on va partager aussi un lien pour pouvoir mettre des post-it sur Post-it Colibri. Donc, on vous invitera aussi à cliquer sur le lien. Donc, Par salle. J'ouvre les salles, voilà. Alors, le groupe 1, en fait, on est parti sur plusieurs choses. Premièrement, les actions qu'on avait déjà vues mettre en place, puisqu'on était plutôt tous dans l'audit et le conseil. Donc, qu'est-ce qui est mis en place le plus facilement? Ensuite, quelles sont les difficultés éventuelles auxquelles on peut être confronté? Et du coup, on était en train de travailler sur les solutions possibles pour lever ces difficultés. Hop, c'est bon, je peux partager. Donc, voilà. Donc, les actions... en fait, ça va être des actions plus techniques, on va dire, technologiques. Investir, par exemple, dans des équipements plus performants. Pour la partie bâtiment aussi, mieux isoler les bâtiments. Il peut y avoir des outils d'aide, par exemple, des logiciels de déconnexion des ordinateurs après une certaine heure, alors surtout pour les ordinateurs fixes.
Et puis, il y a tout ce qui est aussi, d'une manière générale, de manière volontaire, chacun peut aussi travailler sur, par exemple, éteindre les équipements, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est imprimante, etc., si jamais on ne les utilise pas pendant plus d'1 heure. Ce qui a été dit aussi, c'est que ce qui est important, c'est que les indicateurs soient vraiment, quand on met en place une démarche, au niveau des gens qui consomment, c'est pas aux gens de la maintenance d'avoir un suivi d'indicateurs, c'est plutôt aux gens de la production, aux gens enfin voilà, qui ont des consommations, pour pouvoir derrière être plus performants. Parce que la maintenance, ça va pas leur apporter grand-chose. Donc ça, voilà, on avait commencé à travailler sur des exemples d'actions. Après, on a parlé des difficultés, beaucoup de difficultés liées au confort. Les gens qui ne veulent pas baisser le chauffage à 19, ou alors il y a la climatisation, mais ils ouvrent les portes et les fenêtres. Et surtout avec la problématique Covid, dernièrement, ça n'a pas été pour aider. Les gens qui préfèrent utiliser leur voiture personnelle plutôt que d'utiliser le transport en commun ou faire du covoiturage. Autre problématique, les Alpes-Maritimes qui, en tout cas pour notre département, qui sont mal desservis, et l'avion va être quand même une solution qui est peut-être des fois plus facile pour aller rejoindre d'autres coins. Ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'actions en effet sur la technologie qui sont faciles, mais par contre, dès qu'il y a des changements de comportement, hein, tous ces problématiques de confort, c'est très difficile. Surtout que des fois, c'est des responsables RSE qui vont dire: «Bah non, mais ça me demande trop d'efforts, baisser le chauffage à 19, moi je peux pas, j'ai trop froid». Donc si même au niveau des personnes qui sont censées être dans ces sujets-là, on sent voilà, qu'il y a des gens réfractaires, c'est très, très compliqué. Et puis dernière chose, c'est aussi des fois, il y a des entreprises, moi j'ai eu un cas, mais je suis pas la seule, où il y a un seul compteur dans l'entreprise et du coup, on a une consommation globale, mais on peut même pas cibler, on peut même pas savoir finalement qu'est-ce qui consomme le plus, à quel endroit, et cetera. Donc on peut faire que des estimations, mais des fois on peut aussi, être à côté de la plaque et pas se rendre compte sur quoi on peut, finalement travailler. Et puis voilà, on était en train de travailler sur les solutions, donc puisqu'on disait que c'était beaucoup problématique de confort, de comportement. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les équipes et notamment montrer les chiffres, les conséquences des actions. Voilà, quelle est la différence entre chauffer à 20 degrés et à 19, rien que ça. On voit que ça fait une sacrée économie d'énergie. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être faire changer les choses. Voilà un petit peu brièvement pour notre groupe. Très bien, c'était beau travail hein, quand même. Hein. Je passe au groupe suivant. Alors, il faut que du coup tu mettes un administrateur, le groupe 2. Faut que je mette en administrateur le groupe. Je le fais moi. Ah, t'as fait comme ça, t'as pas fait un partage d'écran. Je peux même autoriser le partage d'écran de suite. Comme ça, il n'y a même pas besoin de mettre en administrateur. Voilà. Voilà. Et du coup, parce que je ne sais même pas comment on change. Ouais, le groupe 2, c'est qui? C'est nous? C'est vous, oui. D'accord. Alors, normalement, Oui, je peux partager. Hein. Vous me dites si vous voyez mon écran? Oui. Donc, nous, en fait, on est allé vraiment sur les actions. Donc, on s'est posé vraiment la question, quelles actions pour une sobriété énergétique? Donc, on a fait notre petit brainstorming. On a essayé d'organiser ça par thématique. Donc, il y a la première thématique qui s'est dégagée, qui est autour des équipements. Donc voilà, vraiment, il y a un gros sujet qui est la rénovation des bâtiments. Donc Loïc a donné, par exemple, l'exemple de mettre en place des compteurs au niveau des fenêtres hein, pour éviter que quand on ouvre la fenêtre, s'il y a la clim, que la clim s'arrête automatiquement. On a évoqué aussi la possibilité d'installer des détecteurs, des minuteurs, des capteurs de présence pour donc tout ce qui est éclairage. Il y a eu aussi une grosse thématique qui est ressortie sur moi j'ai mis ça dans la famille du management, un pilotage, donc formaliser une politique d'économie d'énergie, organiser des ateliers et rédiger une charte d'engagement, une affiche, des petits stickers pour inciter à éteindre la lumière en quittant une pièce ou éteindre les ordinateurs, sensibiliser. Alors là, Loïc nous faisait part au niveau d'Aterima, donc faire une sensibilisation par site, voilà, en expliquant, en réfléchissant avec les gens sur qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui est de l'ordre de l'excès. Léna nous a suggéré d'organiser un serious game, donc quelque chose de ludique. On a parlé aussi, pourquoi pas, d'organiser au sein des entreprises une fresque du climat. Et puis, on a une autre famille qui s'est dessinée, qui est la famille de la mobilité.
Donc voilà, avec aussi l'INA nous proposer un service de location de vélo domicile-travail. Apparemment, ça existe. De développer le télétravail. Et Patricia aussi nous a parlé des usages numériques, hein, au niveau par exemple des mails, de mettre en place une politique, une charte du numérique responsable, de travailler aussi sur prolonger la durée de vie de ces appareils. Donc on voit que c'est toujours à la frontière entre professionnel et personnel, hein. Finalement, il n'y a pas de frontière que ça entre les deux. C'est vraiment une action citoyenne, au-delà de se couper en deux en disant qu'est-ce que je fais professionnellement et qu'est-ce que je fais d'un point de vue personnel. Et enfin, nous avons évoqué le sujet des achats en développant une politique d'achat local. Voilà pour ce qui est du groupe 2. Très bien. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Alors, pour nous, le groupe 3, donc on a sorti un petit peu toutes les actions, puis à la fois les méthodes, ou bien les indicateurs. Donc, on est parti sur, nous, déjà réaliser un audit sur voilà, une audit énergétique, en tenant compte d'un point de bascule sur lequel on deviendrait positif ou négatif en fonction du bilan carbone, mais pas forcément que ça, pourquoi pas. On augmente donc là, augmenter sa part de solaire, bien sûr, au niveau de l'autoconsommation. On avait vu aussi qu'il fallait être transparent sur la façon dont on communique les chiffres, puisqu'on a vu avec Total, il y avait eu des suspicions de bilan carbone. On avait besoin d'améliorer le bilan carbone, de faire des expérimentations, c'est très important, puisqu'on a discuté dans notre groupe, c'était finalement assez nouveau, donc beaucoup d'expérimentations et d'échanges. Isoler ces bâtiments, action numéro 1, changer des fenêtres, voilà, comme changer les fenêtres. Et bien sûr, communiquer sur les indicateurs qui nous sont mis à disposition, de prévenir en cas de coupure, j'imagine, la fin, et d'établir une liste donc, de tous les appareils qui doivent être coupés si un pic se produit. Et ensuite, on supprime les imprimantes individuelles sur les actions, on met des éclairages LED, on réestime le parc automobile, on organise des débats quand même en interne pour faire de la sensibilisation et on revient sur le solaire pour les actions. Voilà un petit peu nos idées. Donc, on a vu les 3 groupes. Donc, on fera des imprimés écran de tout ça qu'on mettra sur les slides. Est-ce que quelqu'un a une remarque globale? Quelqu'un veut mettre une idée au devant, ou quelqu'un a une remarque particulière ou une question? Il y a Sophie qui a levé la main. J'ai vu qu'elle nous a partagé plein de liens, donc je pense qu'elle veut certainement échanger des informations avec nous. On t'écoute, Sophie. Merci Juliette. Ouais, voilà, c'était ça l'idée, c'était vous dire qu'on a la chance d'être dans une région où il y a pas mal de dispositifs pour les entreprises qui peuvent vous permettre d'être aidées, et en particulier sur la transition énergétique. Donc, je vous ai mis quelques liens. Il y a les liens de l'ADEME qui sont plus pour comprendre, agir, identifier des dispositifs qui sont plus nationaux, mais ça permet aussi d'aller plus loin sur les sujets, parce que là, voilà, sur un atelier, on n'a pas le temps de tout décortiquer. Donc, vous pouvez continuer à apprendre et comprendre. Et puis après, je vous ai mis également le lien vers la région Sud, vers le parcours de la transition écologique des entreprises, qui se passe en 3 étapes. Et donc, je vous invite à aller regarder en particulier sur l'étape 2, puisque dans cette étape 2, vous allez pouvoir trouver notamment la possibilité d'être accompagné soit sur votre démarche RSE dans sa globalité, et donc du coup, la sobriété énergétique en faisant partie, mais également aussi sur des projets très spécifiques. Donc, le site est plutôt bien fait. Vous pouvez aller voir aussi bien sur des projets qui concernent la mobilité durable, les énergies, la décarbonation, et à chaque fois savoir quels sont les acteurs locaux qui sont en capacité de vous aider, et les dispositifs financiers qui sont susceptibles de vous permettre de financer ces différentes actions. Voilà, je voulais juste partager cette information-là collective liée à notre territoire. Merci Sophie, je vais reprendre ces liens dans la présentation qu'on enverra. Donc, on vous a aussi joint ici donc des webinaires qui ont été faits il y a très peu de temps. Donc, celui-là, c'était sur la sobriété énergétique au niveau des salariés, comment les mobiliser. Et on en a aussi un deuxième d'Alkia. Donc, vous avez les liens ici si vous voulez les revisionner. Là, c'était pas un webinaire, mais c'était l'expérience de Dalkia. Voilà, il y avait un article sur ce sujet. Okay.
Très bien. Et donc, là, on revient un petit peu. Donc, c'était sur les outils EcoWatt. Alors, il y a un slide précédent où aussi, effectivement, vous reverrez ce dispositif, notamment avec l'application téléphone qui est pas mal faite par rapport au site, j'ai trouvé. Et donc, avec les 3 couleurs, effectivement, vert, orange, rouge, qui vous permettent d'estimer un petit peu la consommation et de prévoir un petit peu, justement, en fonction des différentes actions que vous aurez mis en place. Excusez-moi, juste une question. Ça, c'est pour les professionnels comme toutes les personnes, les particuliers? Oui, c'est aussi, oui. En particulier, on peut moi, je me suis mis, oui. Ouais, ok. Et donc, alors pareil ici, la sobriété, donc ça c'est un… Oui, je vous ai mis 2 liens parce que Sophie en a parlé et il y a aussi des fiches qui sont très très bien faites sur l'ADEME, hein, vraiment c'est une mine d'information et vous avez 10 gestes pour faire des économies d'énergie dans les entreprises. Voilà, ça permet de s'appuyer quand même sur des documents qui existent déjà et sur lesquels vous pouvez aussi, lors de vos échanges dans les entreprises, utiliser cela. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que sur l'ADEME, il existe un petit outil de calculateur carbone qui est très sympa, que vous pouvez faire même déjà depuis votre smartphone. Et ça vous permet de voir déjà aussi votre empreinte aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est d'arriver à 2 tonnes de CO2 et bon, j'ose pas vous dire le résultat que j'ai eu en faisant le test, mais ça surprend. Les Français en moyenne sont… Non, les Français en moyenne, hein, Jean Covici dit, les Français en moyenne sont à 11 tonnes. Hein. Voilà, 11 tonnes. Et voilà, il faut arriver à moins de 5% et sous 10 ans, donc ça fait 5 tonnes. Voilà, c'est même 2 tonnes, je crois, l'objectif final. Non, c'est 5 tonnes. Non, c'est 5 tonnes, d'accord. 5 tonnes sous 10 ans. On est loin. Voilà, en tout cas, c'est un super outil. Ne pas hésiter à l'utiliser. Alors voilà. Dans la même lignée, parce que j'organise ça la semaine prochaine, il y a MyCO2. Et donc moi, je fais un repas avec les collègues où on assiste, je dirais, à une démonstration où on va calculer notre empreinte carbone. Alors à partir de la façon dont on vit, hein, donc les congés, les machins, les trucs, combien de fois on prend l'avion. Et si le retour est bon, j'ai l'intention de faire quelque chose d'un peu plus global dans l'entreprise. Voilà, donc je vous invite. Ça ressemble beaucoup à ce que fait l'ADEME. Hein, et c'est le Shift Project une émanation du Shift Project qui fait ça. Il s'appelle MyCO2. Enfin voilà, je trouve que c'est assez intéressant et que ça touche à la sphère publique et privée. Et ça a l'air intéressant. J'en saurai plus la semaine prochaine. Merci. C'était Xavier qui parlait là, parce que je n'ai pas vu. Oui, Xavier. Très bien. Xavier, c'est la société Herméwa? Exactement. Herméwa. Bon, si c'est un succès, on sera ravis de te revoir nous en parler et justement. Oui, je partagerai avec plaisir le résultat de cela. Et donc, pour finir, voilà, donc on avait fixé la date au 30 janvier pour le prochain. Donc, vous êtes tous invités, bien sûr, puisque vous faites tous partie de la FQP. La thématique, elle sera à finaliser. Donc, vous pourrez d'ailleurs mettre vos thématiques dans le questionnaire qui va venir. Donc, c'est ce lien-là. Je vais aussi le recopier dans le chat. Sinon, vous pouvez scanner le QR code qui est là. Voilà, il va juste prendre 2 minutes pour remplir le questionnaire de satisfaction de cette séance. Et donc, voici un petit peu, enfin, on vous communiquera aussi les autres thématiques qui pourraient être abordées la prochaine fois sur ce thème. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions ou si vous avez des remarques particulières. J'arrête le partage. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, c'était super sympa de vous avoir aussi nombreux. Donc, on voit que merci à tous. On grandit.